Enfant, je me souviens toujours comment le président Mobutu parlait de cette partie de notre pays. Et que, en disant que la situation et le sort de notre pays dépend de la situation à l'Est. J'ai remarqué que la statue de Mobutu n'était plus là. On me dit non, les Burundais ont amené ça. Pourquoi? Je dis ah bon? Pourquoi ils ont amené ça? Non, parce que pour eux, c'est Mobutu qui protégeait toute cette région et l'entrée dans le pays. C'est pour ça qu'ils sont partis avec la statue. Ça m'a rappelé combien bon, j'étais très jeune, vous savez, j'ai toujours appelé le maréchal Mobutu papa. Partant de vos liens de famille? Donc, partant de liens entre lui et mon père, des liens d'enfance. Et puis après, les liens entre nous enfants. Et puis, c'est une personne qui, même au niveau politique, m'a toujours intéressé en tant qu'animal politique. Mais, enfant, je me souviens toujours comment le président Mobutu parlait de cette partie de notre pays. Et que, en disant que la situation et le sort de notre pays dépend de la situation à l'Est. Et plus tard, si vous vous rendez compte, d'ailleurs, si vous réfléchissez un peu, vous voyez que le bateau présidentiel, il n'a pas baptisé MS Badoulité, ou MS Kawele, ou MS Yemo, ou MS Seko, MS Kamanyola. Le stade qu'il a fait construire par les Chinois, il n'a pas baptisé Stade Mobutu. Stade Kamanyola. Stade Kamanyola. La division qui était créée dans l'armée. Il y avait plusieurs divisions. Oui, il n'a pas. Entre autres Kamanyola. Il a appelé ça la division Kamanyola. Donc, ce que Kamanyola représentait... Que représentait Kamanyola? Voilà. Kamanyola, bon, personnellement pour lui, c'était quand même un épisode dans sa vie de militaire où il était au front et il a risqué sa vie auprès des militaires. Il était commandant en chef de l'armée nationale congolaise à l'époque. Mais Kamanyola, c'était aussi le point d'entrée de l'ennemi dans notre pays. Et stratégiquement au niveau militaire, c'était un point qu'il ne fallait pas perdre. Vous avez toute cette vallée de la Ruzizi et le point où il y a une intersection entre les frontières des trois pays, Burundi, Rwanda et la RDC. Donc c'est un point hautement stratégique et je crois que dans son esprit, Kamanyola représentait d'abord l'esprit de sacrifice qui doit animer tous les Congolais. Mais apparemment, il fait aussi partie du problème, le maréchal Mobutu. Oui, écoutez, chaque politicien fait toujours partie du problème. Mais il a repoussé l'ennemi. Confié. Il a repoussé l'ennemi. Bon, en fait, à un moment donné, il y avait vraiment une légèreté dans l'armée, au sein de l'armée zaïroise. Pas seulement... déjà fin 80. Une légèreté dans la gestion de l'armée, mais pas seulement dans la gestion de l'armée. Il y a une légèreté dans la gestion globale du pays, ça c'est vrai. Fin des années 70, début des années 80. Mais encore une fois, ce qui est regrettable, je dirais même dangereux, ce qui est devenu dangereux pour nous les Congolais, c'est quoi? C'est que aujourd'hui nous sommes en 2024. Et si en 2024, vous pointez encore comme responsable
le maréchal Mobutu, qui a quitté la terre des hommes maintenant depuis 1997. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous allez vous oui, je crois que vous devez savoir d'où vous venez. Vous devez savoir qu'est-ce que Mobutu a fait de bien, de mauvais, que je ne fasse pas ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de Mobutu, c'était quoi, selon vous? Oh, moi, je dirais historiquement, peut-être je vais vous étonner, mais une des plus grosses erreurs politiques, pour moi, c'était la radicalisation. On parle souvent de la zérianisation. Vous savez, la zérianisation, c'était une mesure par laquelle, c'était comme une nationalisation de plusieurs sociétés qui, pour la plupart, appartenaient aux étrangers, et on a donné ça aux Congolais. L'idée n'était pas mauvaise au départ, mais son application, c'est-à-dire il ne fallait pas faire de politiciens subitement, du jour au lendemain, en faire des hommes d'affaires ou des propriétaires d'affaires. Le politicien, ce n'est pas ça sa raison d'être. Ce n'est pas ça sa raison d'être. Mais l'année suivante, il y a eu la mesure qui était appelée la radicalisation. La radicalisation consistait en fait à l'étatisation de tous les gros outils de production et toutes les grosses entreprises, y compris celles appartenant aux Congolais. Par exemple, les entreprises de mon père ont été zérianisées, les entreprises de Papa Dokolo, de Papa Kisombe ont été radicalisées. Apparemment, entre autres, votre père a beaucoup bénéficié après la zérianisation. Ils ont bénéficié de la signature, des entreprises, entre autres. Non, écoutez, si on veut parler de l'exemple parce que vous avez parlé de particulier de mon père, je ne vais pas parler des autres, je vais vous donner l'exemple de mon père. On a lui confié à mon père la société des Raoudji. C'est les Raoudji, les propriétaires des Robank, n'est-ce pas? Et mon père, qui était très ami avec Papa Taki Raoudji, dit non, moi je ne prends pas la société des gens. Si les gens veulent, acceptent que nous sommes associés, je deviens actionnaire. Et c'est ainsi qu'il n'y a jamais eu de problème lors de rétrocession. Un autre cas, le cas de la société Bimpe au Bandundu, où la société avait déjà connu 3 ou 4 acquéreurs successifs et avait été à moule. La société, c'était la société Somex à l'époque, qui appartenait à la famille belge Mousni d'Anvers. Et c'est le gouvernement qui a demandé à mon père s'il pouvait prendre cette société, la relever, parce que c'était une société très importante au Maïndombe, principalement à Kempili, Koutou. Et mon père a d'abord cherché la famille Mousni. Il a dit, écoutez, mon gouvernement me demande de reprendre ça. En position de force, hein, parce qu'il avait déjà bénéficié de la signature. Je ne connais pas ce secteur. Je ne peux m'y engager que si vous, les initiateurs et les propriétaires initiaux, acceptez de venir et on travaille ensemble. C'est ça que la société Bimpe a été créée. Au-delà donc la radicalisation a créé maintenant, et c'est là que je voulais en venir, a créé une méfiance maintenant du Congolais vis-à-vis de son gouvernement. Et vous verrez que depuis la radicalisation, il y a eu très peu, il n'y a pas eu cette croissance d'investissement des entrepreneurs congolais eux-mêmes dans leur pays, et vous avez eu cette habitude qui a été aussi renforcée par l'attitude des politiciens devenus businessmen, d'avoir des dizaines, pour ne pas dire des centaines de millions de dollars logés à l'étranger, au lieu de venir financer le développement du pays.
loin de l'approche familiale, qu'est-ce que vous retenez du maréchal Mobutu? Le maréchal Mobutu, il a l'unité du pays, la paix que nous recherchons tous, et je crois surtout ce que le monde entier lui reconnaît, c'est que, à sa manière, que ce soit à travers le parti-État, à travers certains enseignements idéologiques, il avait réussi à donner aux Congolais une identité. Et pendant très longtemps, le Congolais était fier de cette identité. Lorsqu'un Congolais, un Zaïrois à l'époque, allait à l'étranger, il était fier, il marchait la tête haute. Et au niveau de certains accomplissements, n'oublions quand même pas que c'est sous le régime Mobutu que nous avons eu pendant un temps une monnaie convertible. Le Zaïre monnaie a été convertible. Nous étions encore étudiants lorsque nous rentrions en Europe de vacances avec nos billets de Zaïre. On entrait dans n'importe quel bureau de change et on nous le changeait. Après les années 70, la monnaie a perdu toute sa valeur. Oui, il y a eu des problèmes aussi liés à la conjoncture internationale. N'oubliez pas qu'on a eu les 2 chocs pétroliers. On a dû se soumettre au fameux système d'ajustement structurel